facteur de très très bonne santé que d'avoir une vie sociale, une vie artistique. Donc on dit on ne laisse ouvert que les magasins dits essentiels. Alors que ça ne suit qu'une seule pensée matérialiste, et l'homme n'est pas fait que de matière. Et les éléments de lien, les éléments de génération, les éléments d'affection, d'art beaucoup, sont autant importants pour une bonne santé que d'isoler des virus ou de soigner le seul corps. Le flux va se déplacer en direction de l'OMS. Il y a eu un petit contrôle de la police qui souhaite dans un quart d'heure que tout le monde se disperse. Que ce soit mobile. Donc l'idée c'est de faire en sorte que cette place de Nation ne soit pas réquisitionnée par les forces de l'ordre. D'ailleurs elle bouge. Elle bouge d'ailleurs. D'ailleurs si tu veux tourner la caméra pour montrer de quoi je parle, pour montrer le camion. Voilà. Et donc voilà. Il fait pas beau, il pleut. Et on est là quand même, sous la pluie. L'OMS et puis on a carrément une aide d'honneur avec les policiers qui nous disent bonjour et qui nous soutiennent. Donc c'est bien. Et puis après on va sûrement aller devant Gavi pour voir s'ils nous soutiennent aussi. Et puis ils vont nous suivre je pense. Et après on va à Annemasse pour une after, il y a une deuxième manif là-bas. Que du bonheur aujourd'hui. Et comme il pleut, c'est comme pour les mariages. Manif pluvieuse, manif heureuse. J'ai constaté qu'en fait la police ne respecte absolument pas la loi sur la circulation routière. Notamment quand ils sont sortis de l'OMS, ils ont pris la route là à contresens. Donc c'est déjà amendable. Ensuite, ils viennent ici toujours à contresens. C'est amendable. Et puis en plus c'est marqué là-bas circulation totalement interdite. On a fait un petit détour par Genève puisqu'il y avait cette manifestation aussi à 14 h et comme on n'a pas encore le don d'ubiquité, et bien maintenant on va aller rejoindre nos amis à Annemasse pour parler de liberté, pour être ensemble, pour se remonter nos vibrations, pour être dans la joie, et il y a même de la musique qui est prévue, donc on va même peut-être danser. Comment ça s'est passé sur Genève? Très très chouette, franchement. On était, Philippe nous a dit qu'on était 182 à un moment, donc presque 200, peut-être même après. 300, je crois. 300-400 après. En tout cas, au début, on était déjà presque 200. Et on a été escortés par la police, qui s'est arrêtée tous les 100 mètres pour vérifier qu'on était bien sur le trottoir, je pense. En tout cas, on s'est baladé et c'était très chouette. On a été visiter donc l'OMS, on a été vous êtes allé à la porte. Été devant vous avez eu un l'OMS, comité d'accueil quand même. On n'a pas été à l'intérieur, bien sûr. Et également devant le... Ça s'appelle le campus de la santé globale où il y a justement Gavi, vous savez, le gros bâtiment vachement énorme. C'est pas beau là. Il y a aussi Unité, Global Fund et puis deux autres que je n'ai pas encore identifiés. Et donc c'est là-bas qu'on s'adresse pour toutes les questions de santé, manifestement, santé globale. Et là on est revenu sur la place des Nations devant l'ONU. Voilà, on a des camarades qui arrivent.
Il y a tellement de choses à dire. Je voulais faire aussi un petit message pour les journalistes, les gens qui travaillent pour les médias mainstream qui n'étaient pas là. Coucou. Vous allez à Annemasse? Normalement, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Mais si, il y a. Il y a? Oui. On n'a pas eu de message. Et donc, oui, je voulais leur dire que on leur pardonne parce que, on va dire, c'est des erreurs de jeunesse de toujours nous approcher par la ruse, hein, comme pour ID News, Sami Zaïbi, on l'a su, comme le jeune homme qui m'a parlé sur Twitter pour que je participe au reportage sur TMC de mardi dernier, tous complotistes, point d'interrogation. Heureusement que tu n'as pas participé. Tu en penses quoi de ce... J'y ai participé. Oui, on te voit, effectivement. J'y ai participé malgré moi, puisque j'avais dit non, mais ils m'ont cueilli à la sortie de mon discours à Annecy le 6 décembre. Et j'aurais répondu plein de choses. En fait, j'ai joué le jeu. Et j'aurais parlé des conflits d'intérêts, des accords passés entre la Confédération et la Fondation Bill et Melinda Gates. Également avec l'OMS, les conventions de financement de 2014 et 2015, le protocole d'accord de 2014 et les conventions de financement de 2015. Et j'ai même demandé à Martin Veil qui le payait, qui étaient les financeurs de TMC et de TF1. On sait qu'il y a Bouygues derrière. Mais bizarrement, ces morceaux n'ont pas été gardés au montage. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que je parle des choses qui sont de l'ordre de la corruption et que ces morceaux ne sont jamais gardés. Alors d'autres personnes que tu as interviewées, c'était intéressant néanmoins de voir les autres lanceurs d'alerte, les informateurs dans leur vie. On a vu Léo des décodeurs, son équipe, on a vu Silvano, on a vu Carlo Brusa, qu'on salue au passage, on a vu plein de personnes et ils nous ont tous dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont prêtés au jeu, mais ils ont été coupés, c'est-à-dire que les journalistes en fait, leur font un narratif à suivre. Il y a le narratif, exactement. Il y a le scénario. En fait, juste pour vous donner l'exemple, Martin Veil n'a pas arrêté de me tanner en me demandant « Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y aurait tous ces complots, toutes ces manigances ?» Moi, j'ai dit « C'est pas mon terrain. Moi, je vous dis ce qui existe. Je vous donne des faits qui sont vérifiables sur les sites officiels. Les interprétations, je les laisse à ceux qui veulent les donner, mais il est revenu 6 fois. 6 fois, il m'a posé cette question-là et à quoi ça sert, à qui ça profite, etc. Ça sentait aussi un peu le montage parce que c'était intéressant de voir Annecy parce que tu connais bien les lieux et ils ont suivi une famille et très bizarrement cette famille ne te connaissait pas. Oui, c'était assez drôle. Voilà, il y a des choses qui sont assez curieuses. Il y a des choses qui sont écrites, disons. Ils ont un scénario à suivre. La preuve, c'est que je vous dis, ils sont revenus 6 fois avec la même question. Voyant que je ne voulais pas y répondre, ils ont arrêté de persévérer avec ce genre de scénario, mais on voit bien avec Silvano, avec Carlo et avec Léo que leur idée c'est de faire un scénario dans lequel ils nous décriraient comme des gens qui veulent passer à l'action parce qu'ils demandent à un moment donné à Léo vous n'avez pas peur que les gens qui vous suivent agissent? Et puis alors on sous-entend, quand ils demandent Léo, ils demandent à Martin Veil ce qu'ils entendent par agir, c'était faire du trouble à l'ordre public en fait. Et c'est ça qu'ils essayent de nous coller comme étiquette, c'est des perturbateurs et des gens qui sont potentiellement dangereux. On se rappelle d'ailleurs, David, tu te rappelles très bien, ID News nous a dépeint avec l'aimant bleu comme des potentiels criminels, enfin nous assimilant à la complosphère, aux complotistes et à QAnon, qui était décrit dans le reportage de l'aimant bleu comme un mouvement extrémistes et criminels. Donc on n'est pas des criminels, désolé messieurs dames, on est des pacifistes qui voulons juste ouvrir les yeux des gens et en leur apportant des infos que vous ne donnez pas, messieurs et mesdames les journalistes, on complète, nous sommes des complétistes comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc arrêtez de nous coller des étiquettes péjoratives de complotistes, on ne sait même pas ce que ça veut dire, et occupez-vous des vrais comploteurs pour le coup. D'ailleurs, Léo a répondu dans son émission Les Décodeurs, hein, puisqu'ils ont été censurés des YouTube, ils sont organisés sur leur propre chaîne et ils diffusent sur les différents médias. Donc allez les retrouver sur lesdécodeurs.fr ou sur 17. Je ne sais pas si tu as regardé l'émission, mais ils se sont défendus. Ils ont dit effectivement, ils ont dénoncé les procédés malhonnêtes donc, de ce journaliste. C'est des procédés orientés, tout à fait. Qui est venu, et d'ailleurs, quand on voit les images, on montrait clairement Léo qui s'est énervé alors que c'est quelqu'un de très calme. Et il m'a dit, mais je suis énervé parce que ça faisait la 10e fois qu'il me posait une question. Voilà. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de nous prendre au dépourvu, de nous prendre à défaut et de montrer des choses qui sont de nature à nous dévaloriser en fait. Et juste pour finir par rapport à l'approche qui a été faite pour m'interviewer, c'était un certain Gary Grabli qui m'avait interpellé sur Twitter en me disant qu'il voulait faire un reportage sur la culture du doute
porté par des concitoyens éclairés et qu'il n'allait pas du tout parler de complotisme. En fait, voilà, comme d'habitude, on en revient à cette propagande éternelle contre les personnes qui posent des questions. Avec des habitués donc sur plateau, il y avait encore ce fameux Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt, le fondateur de Conspiracy Watch. Qui a toujours réponse sa rhétorique, non mais elle est très facile, elle est répétitive, donc c'est même pas inventif, c'est même pas imaginatif, c'est un peu creux, c'est un peu dommage, ça les dessert je trouve. Sa rhétorique c'est le complotisme selon lui, donc ce qu'il appelle le complotisme est une menace pour la démocratie. Et en fait, il est en train de nous dire que pour la démocratie, il faudrait la pensée unique, il faudrait que tout le monde pense la même chose au même moment, dans le même sens, et que le débat finalement est un danger pour la démocratie. Alors je ne sais pas s'il faut lui rappeler à ce cher Rudi Reichstadt ce que ça veut dire. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple, et donc le pouvoir du peuple il s'exerce quand on peut avoir des opinions divergentes sans être dérangé, amendé, sanctionné et stigmatisé comme on l'est actuellement avec des étiquettes salaces, ordurières, insultantes. Sauf que lui, il a une vision très particulière de la démocratie. Il dit la démocratie, ça s'exprime dans les urnes, vous avez élu les gens, donc vous devez leur obéir. Si vous n'obéissez pas, vous êtes des dangers pour la démocratie. Alors, parce que vous remettez encore. Est-ce que la démocratie, c'est je te signe un chèque en blanc, puis après tu fais ce que tu veux avec mon argent? C'est ça qu'il est en train de dire. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est quand le peuple décide. C'est pas quand le peuple dit une fois oui, quand il a le choix entre 5 personnes qu'il n'a même pas choisi au départ, et qu'ensuite, open bar, il fait ce qu'il veut, chèque en blanc, et puis allons-y, en avant la musique. Il faudrait peut-être lui donner des cours de démocratie, justement. Et une autre que j'aimerais interpeller aussi, disons qui m'a surprise, c'est Natacha Polony. Natacha Polony qui a été très présente durant les Gilets jaunes à défendre les intérêts du peuple, à défendre les intérêts sociaux et à dénoncer les pratiques dictatoriales de Macron et de son gouvernement durant les 2 ans de Gilets jaunes. Et là, bizarrement, elle retourne sa veste, elle est du côté des sachants, du côté des surveilleurs de la pensée unique, et je suis passablement, personnellement, très déçue par Natacha Polony. Voilà. On voit que derrière, ça s'organise, ils sont en train de faire des contrôles d'identité. On va à Annemasse, donc à bientôt. Voilà. Dernier message, j'ai vu que tu as fait une vidéo qui a bien fonctionné avec le World Economic Forum, donc après Gavi, tu t'attaques à un gros morceau. Pour moi, c'était important d'en parler puisque c'est l'un des centres de cristallisation des mesures qui sont prises en ce moment. C'est eux qui avaient organisé l'Event 201 qui préparait la pandémie qui a eu lieu 5 mois après. Et puis, on retrouve donc Klaus Schwab qui a écrit dans ses livres que je vous invite à lire, notamment la 4e révolution industrielle, façonner l'avenir de la 4e industrielle, avec en mention un guide pour un monde meilleur. Il prétend que c'est pour le monde meilleur, la 4e révolution industrielle. Et puis le fameux Covid-19, The Great Reset. Et il y a le dernier bouquin de Klaus Schwab qu'il a sorti là, ces derniers janvier. C'est le capitalisme des stakeholders, donc des parties prenantes. Lui, il décrit les parties prenantes comme les décideurs politiques, les grands patrons de multinationales, les grands patrons des organisations internationales. Et il prétend qu'en mettant tous ces gens ensemble, on aura un monde meilleur avec une gouvernance évidemment. Mais c'est pas une démocratie, c'est-à-dire que c'est un club élitiste de quelques grosses fortunes de dirigeants qui décident pour 7 milliards d'habitants. Nous, les citoyens, ne sommes pas conviés à ces réunions. Donc, effectivement, on peut se poser la question sur la représentativité de ces personnes-là. Quelle légitimité elles ont à nous représenter, par exemple. Voilà. Alors est-ce qu'on a décidé de se connecter, d'être en télétravail jusqu'à la fin de nos jours et d'être tous à distance les uns des autres? C'est un triste avenir quand même. Disons que c'est un avenir différent de celui que moi j'imagine en tout cas. Voilà. Mais l'avenir il n'est pas encore décidé, donc ne crions pas des fêtes trop vite. Très bien, merci. Merci.